Alors vous voyez, c'est un sujet avec un titre un peu spécial, hein, et des nombres et des dieux. Alors je vais essayer de rester le plus simple possible. Je vais essayer de vous plonger dans l'histoire, je vais essayer de vous plonger dans d'autres univers, mais des choses toujours, je l'espère, le plus accessible possible, puis je verrai à vos yeux si vous partez à Dreuze ou alors si on reste sur Terre, hein, parce que c'est comme ça l'intérêt. Hein. Allons-y. D'abord, je vais faire un petit test, si vous voulez, parce que vous allez voir où ça va vous mener. Vous voyez, là, j'ai des moutons et j'ai un petit champ clôturé. Alors, je voudrais savoir, auprès de vous, très vite, vous allez essayer de répondre spontanément, combien j'ai de moutons dans l'enclos. J'ai de moutons dans l'enclos. Moutons dans l'enclos? Il y a votre pensée qui est dans l'enclos. Ou alors on ne le voit pas, il y a peut-être un caché. Non, il n'y a pas de piège. Derrière la plante. Il n'y a pas de piège. J'attends de vous peut-être ce que vous allez dire. Je vous dis des moutons dans l'enclos. Imaginez que je suis un petit berger, moi, il y a 2, 3, 4 000 ans, et puis on me dit hey, dis Michel, il y a combien de moutons dans l'enclos? Alors vous imaginez, vous êtes le berger, là, et puis vous dites quoi? L'enclos est peut-être en dehors du cadre. Ouais, mais vous commencez à chercher le piège, là. Il n'y en a pas. Ça, c'est une très bonne réponse, il n'y en a pas. J'en vois pas. Il n'y en a pas, j'en vois pas. Pas de moutons dans le champ. Il n'y a pas de moutons dans l'enclos. J'ai entendu, il y a 0 mouton dans l'enclos tout à l'heure, c'est plus technique. C'est l'enclos pour les 3 moutons. C'est l'enclos de moutons, c'est un enclos à moutons. Il y a combien de moutons dans l'enclos? Il y en a 0. Il y en a 0. Moi j'ai entendu 2 réponses. Vous avez entendu? Il n'y en a pas. Oui. Et je n'en vois pas. Je n'en vois pas, il n'y en a pas. Moi j'ai entendu 3 réponses. C'est pas pareil. Il n'y en a pas, j'en vois pas, ou il y en a 0. Il n'y en a pas, c'est il y en a 0. J'en vois pas. Oui. Alors, c'est délicat parce que moi, cette question, je le fais auprès... Alors, comme je suis maintenant professeur, avant j'étais chercheur, mais maintenant j'ai la chance de pouvoir enseigner, je la fais, cette question-là, à quasiment tous mes élèves en début d'année. Et à chaque fois, ils sentent moins le piège que vous, ils ne sont pas encore aguerris. Alors, à chaque fois, j'ai la moitié de la classe qui me disent « Mais monsieur, mais il n'y a pas de moutons dans l'enclos, il n'y en a pas, j'en vois pas. » Et puis l'autre moitié qui me dit « Ben, il y en a 0. 50-50. Il n'y en a pas, ben, il y en a 0. » Vous dites, il y en a 0. Les autres disent, il n'y en a pas. Alors oui, le problème c'est le 0. Il n'y en a pas ou il y en a 0? C'est quoi le 0? Ben, le 0, vous savez, nous sommes ici, là nous sommes en 2020, le 0, les 0, on n'en a jamais vraiment eu besoin. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains n'ont jamais eu besoin de 0 pour faire leur bricole. Et le petit berger, si on était là, hein, un petit berger en moins 1000, en moins 2000, à qui son maître disait « Mais il y a combien de moutons dans l'enclos ?» Il disait bah, « Il n'y en a pas. » Il a toujours dit « Il n'y en a pas. » Oui, pardon? Il n'y a pas d'enclos non plus. Non. Alors, en moins 400, moins 450, le 0 n'existait toujours pas. Le 0, on ne disait pas il y a 0 mouton dans l'enclos, hein. On n'a jamais dit 0. Hein. Là on ne disait pas 0, hein. Il y avait des gens qui mettaient des petits points. Comment vous écrivez 2020? Vous écrivez 2, 0, 2, 0. Ben, à l'époque on aurait écrit 2 points, 2 points. C'est-à-dire dans 2020, il y a combien de centaines dans 2020? Combien de centaines dans le monde 2020? 0. Il n'y en a pas, il n'y a pas de centaines dans 2020, 0. Et puis il y a combien d'unités dans 2020? Il n'y en a pas non plus. Alors plutôt que d'écrire 2, 2, ben on a mis 2, puis point, puis 2, puis point. Donc à l'époque des Babyloniens, ils mettaient un petit point quand il n'y avait pas, on travaillait en base 60, quand il n'y avait pas le nombre, le chiffre en question, ils mettaient un petit point pour espacer, pour dire ben, les centaines, il n'y en a pas. Les Mayas avaient aussi un petit symbole, une demi-fleur, là, pour dire à cet endroit-là, il n'y a pas le chiffre. Ça n'a toujours pas dit 0. Votre avis, quand est-ce qu'on a commencé à dire 0? Vous allez voir, c'est impressionnant. C'est un mot arabe, ça, non? En base 10 chinoise, les Chinois ont commencé à travailler en base 10, et toujours pas de 0. Il y avait un petit espacement. Vous vous rendez compte? Au XIIe siècle. Léonard de Pise commence à dire « Ah, on a besoin d'un symbole pour dire l'absence. »
Et il y a un mathématicien qui disait, Fibonacci disait, vous savez, dans la nature, il y a 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, il y a un signe, le 0. Sous-entendu, le 0, c'est pas un chiffre comme les autres. Et dites, vous vous rendez compte, c'était hier, hein. C'était hier, hein. Et, par exemple, ici, on disait, il faut signifier un peu cette absence, mais les Grecs, par exemple, parce qu'on va arriver aux dieux, les Grecs ont toujours refusé le 0. Ils disaient, non, non, le 0, oh là, dans les calculs, mais surtout pas de 0. Vous étiez un petit élève, là, le berger du coin qui commençait à vouloir faire des maths, commençait à écrire 0, il dit, mais malheureux, oh là, oh là. Non, non, dans le champ, il n'y a pas de dieu. Chez les dieux, justement, il y a toujours eu, vous allez voir, une relation, et toujours, hein, même aujourd'hui, une relation entre les nombres et le cosmos. Par exemple, chez les Grecs, on trouvait ceci. Il y a quelqu'un qui disait, si l'existant n'avait pas de grandeur, si l'existant, quelque chose qui existe, n'avait pas de grandeur, il n'existerait pas. Ah. Et s'il existe, il est nécessaire que chaque existant ait une certaine grandeur. Donc les choses pour exister doivent être mesurables, doivent avoir une certaine grandeur, une certaine épaisseur, une certaine distance l'un par rapport à l'autre. Donc pour les Grecs sont en train de vous dire que pour que les choses existent, il faut qu'elles puissent être mesurables. Mesurable, ça veut dire, on mesure avec quoi? Des chiffres. Pour que ça existe, il faut qu'il y ait des nombres. Si vous n'avez pas de nombre à mettre quelque part, ça n'existe pas. Chez les Chinois, les nombres sont producteurs du monde. Le nombre sont producteurs du nombre. Alors même, c'est même à l'envers. Le ciel et la terre circulent et opèrent par des nombres. Là, c'est très fort. Hein. Chez les hindous, avec son rayon, il a mesuré les bornes du ciel et de la terre. Le ciel et la terre sont bornés. Quelle est la taille de l'univers? Borné par des nombres. Le ciel et la terre, il y a des nombres. Il n'y a pas d'existant si vous n'avez pas de nombre. Vous êtes en train de comprendre à peu près ce que je veux vous dire. Les nombres et le cosmos. S'il y a cosmos, il y a des nombres. Le livre de la sagesse, il a disposé toutes choses en mesure, nombre et poids. Donc même dans l'Ancien Testament, on a cette relation entre la déité, la création du cosmos et le fait d'avoir des nombres. Toujours. Dans quasiment toute religion, il y a une relation étroite entre la cosmologie et le nombre. On va admettre ça et puis on va continuer. Parce que cette relation, elle va être mise à mal. On est en 450, on va travailler avec un grec qui s'appelait Zénon, qui a fait un paradoxe que vous connaissez peut-être. Zénon et la tortue. Achille et la tortue. C'est un paradoxe qui a été formulé il y a longtemps et qui a participé à bousculer les convictions de l'époque. Bon, alors à l'époque, vous faisiez part de telles convictions, vous finissiez au fond de la mer Égée avec des cailloux attachés sur les pieds, on vous liquidait comme ça. C'est-à-dire, on ne pouvait pas discuter comme nous aujourd'hui, on règle nos comptes de manière assez courtoise. Mais pas, c'était pas ça. Ce paradoxe de Zénon, on va en parler, il a résisté 2000 ans. Pendant 2000 ans, on est en moins 450, pendant 2000 ans, on pourrait dire que Zénon était un fouteur de merde, en quelque sorte, hein, avec son paradoxe. Et vous allez voir de quoi il est question. Achille et la tortue. J'ai un athlète qui court après une tortue. La tortue est 10 mètres devant lui. Et Achille, l'athlète, court 10 fois plus vite que la tortue. Donc au début, Achille va courir et va faire 10 mètres, qui le sépare de la tortue. Mais la tortue, elle avance quand même. Plan, mais elle a avancé, la tortue. Donc lui, il a fait la distance, mais la tortue, elle a fait un petit mètre. Ok? Bon. Alors Achille, il va faire la distance qui la sépare de ce petit mètre. Alors, il fait la distance à sa grande vitesse, mais la tortue, elle a quand même avancé. Elle fait 10 cm. Voilà. Alors Achille va faire ses 10 cm, et la tortue, elle en a fait 1. Bon, Achille fait le centimètre en question, elle a fait 10 mm, 1 mm, etc., etc., etc. Je pourrais poursuivre à l'infini ce raisonnement. À l'infini. Si je poursuis à l'infini, il y aura toujours une distance qui va être coupée de 10 en 10, en 10, en 10, qui va être coupée entre Achille qui court et la tortue. Et je vais couper à l'infini quelque chose. Est-ce qu'Achille va rattraper la tortue? Attendez, vous avez déjà vu Achille courir et une tortue, hein. Moi je fais ça dans mon jardin, j'ai pas de tortue, mais je rattrape la tortue. Et les Grecs savaient.
Mais pour eux, si je fais ce raisonnement-là, Achille sera toujours en tête. Pardon, la tortue sera toujours en tête, Achille ne rattrapera jamais la tortue. Et quand vous êtes grec, vous êtes le petit pâtre tout à l'heure en moins 1000 et tout ça, et vous racontez cette histoire, ça se finissait très mal pour vous. Parce que vous étiez en train de dire que Achille ne rattrapera jamais la tortue. Et ils en étaient absolument convaincus. Pourtant, Achille court, il rattrape la tortue. Et très vite. Et à tous les coups. Mais la logique de la pensée de ça vous dit très nettement. Alors aujourd'hui, vous savez que vous avez un doute ça, mais à l'époque des Grecs, vous dites ça à des Grecs, ils vous disent « Non, ouais, il rattrape jamais. » Il y a un gros problème. Et ça, sans rire, vous savez, c'est un Anglais, un Écossais, James Gregory, on est en 1600 et quelques, il a résolu ce paradoxe. Vous vous rendez compte? Moins 400, 1600 et quelques. 2000 ans, ça a résisté. On l'a mise un peu sous l'oreiller, on n'a pas trop pensé et tout, mais ça a énormément bloqué beaucoup la pensée humaine, ce paradoxe-là. Achille ne rattrape pas la tortue. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui même, j'ai trouvé ça dans Kid Paddle, c'est une bande dessinée, vous pouvez la trouver à côté, là derrière, je suis sûr qu'on a cet épisode. Messieurs, des petits garçons à l'école, je vais vous démontrer que les charges retenues contre mon client sont totalement fantaisistes. L'arme du crime, et voici notre victime, hein, donc... Enfin, la distance entre l'arme et la victime. Avant que le projectile, la flèche ping, atteigne la cible, il doit d'abord parcourir la moitié de la distance. Je tire la flèche. La flèche parcourt la moitié de la distance. Ensuite, toujours, avant d'atteindre la cible, le projectile doit franchir la moitié de la distance. Ok ? Et avant, la moitié de la moitié, 8e. Et ainsi de suite, à l'infini. Le projectile ne touchera jamais la cible, et même s'il le pouvait, ce serait après un temps tellement long, des millions d'années, que le cours de M. Augustin Glossaire ne dure qu'une heure, c'est pas possible. Donc, par conséquent, je demande l'acquittement inconditionnel de mon client, brillant, prof, voilà. Et moi je vous dis que le projectile a touché sa cible. Ouais, ça fait rire, c'est incroyable cette bande dessinée comme la réalité qu'il y a derrière. Eh ouais. Pour les Grecs, hein, la flèche, elle n'atteint pas le proviseur. Hein. Pas du tout. Hein. Ça ne peut pas marcher, ce raisonnement. Pourtant. Alors, tiens, deuxième petit sondage. On va essayer de comprendre l'erreur qu'a fait le grec à l'époque. Et on va se demander parmi vous, je fais un petit sondage. Je dépose dans le sac une quantité immense de grains de taille minuscule. Donc j'ai des grains, mais minuscules, hein, le plus minuscule que vous pouvez penser. Et puis j'en mets une quantité immense. À votre avis, le sac il sera comment? Ça me donne un gros sac ou un petit sac? J'ai plein de quantités très petites et j'en mets une énorme quantité. Une énorme quantité de choses très petites, ça fait quoi? Alors, ça peut faire un gros sac, un petit. Qui vote gros sac? Allez, on va voir un petit peu. Gros sac. Un gros petit sac, trichez pas. Qui vote un petit sac? Oh, j'ai pas beaucoup de personnes. Une personne qui vote un petit sac. Ça ne peut pas dépasser Un la petit taille sac. du sac. Le sac, lui, à sa taille. On va dire qu'il est c'est un sac extensible. Allez. Ouais, non, mais j'ai oublié de vous le dire. Hein. Alors vous dites quoi justement? Un gros sac. C'est un gros sac. Est-ce que la majorité dit un gros sac? Une immensité de choses infiniment petites. Est-ce que ça donne un gros sac? C'est pas. Ouais. Un petit sac. Tu lui as dit. Non. Oh non, j'ai rien dit. Je suis même perdu. Là, c'est discutable, c'est vrai. Alors, on va le dire maintenant en termes un peu mathématiques. Je vous dis, une quantité infinie de grains infiniment petits. Une quantité infinie de grains infiniment petits. Ça donne une taille de taille infinie ou une taille de taille finie, voire... Infini. 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 C'est marrant, hein. On doute, hein. Si la quantité est infinie, le sac, il a une taille. On revient en Grèce? Allez, on revient à 2000 ans en arrière, d'accord? Pour les Grecs anciens, l'infiniment petit n'existe pas. On ne peut pas avoir un grain infiniment petit, c'est pas possible. Quand on dit un grain infiniment petit, eux, ils sont capables de le voir à la loupe. Comme ça. Ouais, c'est l'infiniment petit. C'est ça l'infiniment petit, je le touche, je le dessus, tout ça. C'est ça l'infiniment petit pour les Grecs. Donc quand vous leur dites qu'il y en a une infinité, oh, le sac, il est gros. Évidemment, pour les Grecs, le sac de ce truc-là,
oublié. Voilà, attendez, je suis en train de revenir en arrière. Pour les Grecs, si on a... Les Grecs pensaient que la taille la plus petite chose s'appelait l'atome chez eux. Et l'atome est gros. L'atome grec, la plus petite quantité, l'infiniment petit, ça n'existe pas, c'est un atome. C'est la chose qu'on ne peut pas couper en deux. Ben, l'atome, il est gros chez les Grecs. Donc si on a une quantité infinie d'atomes, on a un gros sac. Vous allez comprendre pourquoi Achille ne rattrape jamais la tortue. Pour Zénon, la somme d'une infinité, donc il a dit, il la rattrape. Puis après il fait un petit pas, puis après encore un petit pas, puis encore un petit pas, puis ça à l'infini. Donc il va avoir dans son sac une quantité infinie de petites distances qui vont être infiniment petites. Donc une quantité infinie de choses infiniment petites. Pour les Grecs, ça c'est gros. C'est gros. C'est gros. Donc la somme de toutes ces distances, ben, il ne rattrape pas. Vous voyez, il ne le rattrape pas. C'est-à-dire qu'Achille n'arrive jamais à rattraper la tortue. Une somme infinie de choses très petites, c'est gros chez les Grecs. Donc c'est pas possible, il ne peut pas le rattraper. C'est embêtant ça, parce que Zénon n'a commis aucune erreur à l'époque. Compte tenu des savoirs de l'OTAN, il n'y a pas d'erreur dans sa démonstration. Donc les gens disent, il a raison. Pourtant Achille il rattrape la tortue. Donc c'est pour ça que c'était un paradoxe immense, un paradoxe qui a bousculé le monde. Les Grecs, comme toute l'Antiquité, ne pouvaient pas concevoir l'infiniment petit, et d'où un paradoxe qui a tenu 2000 ans. Pourquoi ils ne pouvaient pas concevoir l'infiniment petit? Pourquoi les Grecs ne pouvaient pas concevoir l'infiniment petit? C'est là qu'on arrive aux dieux et à la cosmologie. C'est à propos du nombre grec. Ce que j'ai dit tout à l'heure, si l'existant n'avait pas de grandeur, il n'existerait pas. Hein. Quelque chose qui existe est grand. C'est-à-dire que pour les Grecs, le nombre, c'est une certaine réalité. Le nombre est une réalité. D'accord? Vous ne pouvez pas imaginer un nombre qui ne permette pas de mesurer quelque chose. C'est pas possible. On garde ça en tête. Hein. Donc, par contre, c'est quoi la réalité pour les Grecs? Une étape en plus dans le raisonnement. La réalité grecque, c'est la cosmologie. C'est leur création du monde. Alors, on va regarder un petit instant comment chez les Grecs, pareil chez les Chinois et pareil chez beaucoup de gens, comment la réalité est créée. C'est quoi le réel pour ces gens-là? Eh bien, les dieux grecs ont créé des mondes par des concepts dont vous avez peut-être entendu parler. Au commencement, chez les Grecs, était le néant. C'est une zone noire. La création du monde par le démiurge progresse sur le néant. Donc, au départ, tout était néant. Et la création commence et s'étale sur le néant. D'accord? C'est-à-dire que le néant, c'est le désordre. C'est ce qui n'est pas beau, esthétique. C'est le péché, le mal. C'est aussi les autres dieux barbares. Pour les Grecs, les autres dieux, chez les Goths et tout ça, ça c'était le néant. C'était les autres. A contrario, ce qui est ordre, la création, le réel, c'est l'ordre. Les choses sont ordonnées, sont carrées. C'est la beauté. Pour les Grecs, la réalité est belle. Dieu progresse en faisant du beau. C'est le bien. Dieu progresse en faisant le bien. S'il n'y a pas de bien, il n'a pas été voir là-bas, c'est encore du péché, c'est encore du pas beau, c'est du désordre. Ce sont les dieux grecs, évidemment, on va quand même prêcher pour sa paroisse. Et puis les Romains qui ont récupéré le même principe. Donc le néant, c'est le réel n'existe pas, le réel a fait la beauté, la morale, les formes, et aussi fait les nombres. Donc, il y a deux conséquences à ça, des grandes conséquences morales, hein, d'abord. Le réel n'est pas infiniment grand, ni infiniment petit. Ben, c'est normal, le démiurge, il fait le monde. Donc, il n'a pas pu s'attaquer à l'infiniment petit, il n'est pas arrivé là. Donc, il y a les choses la plus petite créée au monde, par les dieux grecs, la plus petite chose créée au monde, c'est l'atome. Il n'a pas encore fait de choses plus petites. Il travaille. Et puis, il a fait des choses grandes, mais il n'est pas arrivé au bout. Donc là, le réel, ça a une taille limitée en grand et limitée en petit. Ça, c'est le réel. Donc les nombres sont pas mal grands, pas mal petits, mais alors l'infiniment grand, ben non, c'est le domaine du néant. Donc ça ne peut pas être mesuré. Il n'y a pas de nombre pour l'infiniment grand, parce qu'il n'y a pas d'infini réel.
Il n'y a pas de nombre pour l'infiniment petit, parce qu'il n'est pas créé. Ça n'existe pas, c'est pas mesurable. Donc il n'y a pas de nombre pour aller mesurer quelque chose qui n'a pas été créé par les dieux, quand même. Aussi, une remarque importante, on en parlera peut-être tout à l'heure, Dieu n'est pas coupable. C'est une grande phrase de Platon. Dieu n'est pas coupable parce que quand un méchant va tuer un enfant à la sortie de l'école, c'est pas la faute de Dieu, c'est parce que, il était encore du domaine du néant, du péché, du désordre, du pas beau. Donc Dieu, lui, il fait son travail, c'est dur, puis avec les 35 heures, les gilets jaunes qui l'empêchent d'aller au boulot tous les jours, tout ça, il n'a pas pu s'occuper, faire le bien, l'ordre et la morale sur ce pauvre homme. Donc ça, c'est du domaine du néant. Il y a eu un crime, il y a eu un pauvre enfant assassiné. Oh, Dieu n'est pas coupable. Alors que dans les autres cosmologies, on le retrouve chez les Chinois, il y a eu un chaos primordial, on va dire le néant, et puis en forme d'œuf, et puis il y a naquit un géant qui créait la Terre et le reste. C'est la même idée. Vous voyez que c'est la même cosmologie quasiment. Si on veut, alors il y a un truc chinois qui est rigolo. Pour eux, le plus gros c'est 36 000. 36 000, le nombre de choses dans l'année. L'année est coupée, et puis la plus grosse division de l'année c'est 36 000. C'est-à-dire que les Chinois vous disent que il y avait un truc chinois, mets la main sur le ressort de l'axe du yin et du yang, on dérobe l'activité créatrice du ciel et de la terre, ceci correspond au temps d'une pensée unique chez l'homme. Le plus petit temps pour les Chinois, c'est le temps d'une pensée. C'est très court. Ça correspond au nombre de divisions de l'année. Vous avez 36 000 petites pensées. C'est ça la division du temps. Donc pour les Chinois, c'est pareil. Si vous étiez Achille, vous essayez de rattraper la tortue, à un moment donné, vous ne pouvez pas couper le temps plus court. Il y a une petite distance, vous ne pouvez pas couper plus court que ça. Donc Achille ne rattrape pas la tortue parce que l'infiniment petit, même chez les Chinois antiques, n'existe pas. La chrétienté. Il y a un énorme changement avec la chrétienté. Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Qu'est-ce qu'on a dans Saint Jean? Tout fut par lui. Et sans lui, rien ne fut. Alors c'est insister deux fois. C'est pas, il y avait le néant et Dieu a fait un petit jardin bien sympa. Non, tout fut par lui. Et s'il y a quelque chose qui est là à côté, rien, sans lui, rien ne fut. Donc, la chrétienté arrive en disant tout de suite, non, il n'y a pas de néant et Dieu progresse, c'est tout fut par lui. Il assume tout. Il assume aussi donc que l'infiniment petit existe, parce que rien n'est inaccessible à Dieu. Vous ne pouvez pas avoir un endroit où Dieu ne peut pas être tout. Vous pensez à cette chose? Tout fut par lui. L'infiniment petit fut par lui. Vous pensez à l'infiniment grand fut par lui aussi. Ce qui fait que le nombre des Grecs n'est pas le même que le nombre à nous. Depuis les Grecs, ce nombre a passé 20 siècles à mûrir. Aujourd'hui, notre pensée peut concevoir d'un point de vue de religion, on peut imaginer l'infiniment petit, on peut imaginer l'infiniment grand. On peut imaginer que la somme, une infinie somme de choses petites dans un sac, maintenant, ça fait petit. C'est-à-dire que notre sac, une quantité infiniment grande de choses infiniment petites, notre infiniment petit à nous, de notre pensée, il est tellement petit que le sac reste petit. Achille rattrape la tortue. Et c'est la réalité. Donc, nos maths, elles marchent. Celles des Grecs ne marchaient pas. Mais alors pourquoi, il y a 20 siècles, vous auriez pu expérimenter quelqu'un qui court après une tortue? Et ils l'ont vu. C'est pour ça que... exactement. Ah ben oui, tout à fait. Ils l'ont vu. C'est pour ça qu'ils l'ont trucidé. Tous les gens qui parlaient du paradoxe de Zénon, ils terminaient au fond de la barre. C'était facile de résoudre les problèmes. Puis alors, n'en parle pas, écoute mon coco, t'apprendras plus tard que de nous se taire plutôt que de dire des bêtises comme ça. Donc c'est resté un paradoxe. Parce que c'était tellement ancré dans la religion et dans la cosmologie qu'on ne s'attaque pas à la cosmologie. Parce qu'ils sentaient bien que si vous voulez vous attaquer à ce paradoxe-là, il fallait remettre en question des choses trop lourdes. Dans nos croyances. Ah oui, bien sûr. Des nombres et des dieux. Ok? L'expérience n'a pas sa place. Ben si. Et c'est comme Galilée. Galilée, il serait là, avec la lunette tournée vers Jupiter, en train de montrer les satellites qui font autour de Jupiter.
Alors que les autres disent, non, non, vous savez, tout tourne autour de la Terre. Vous ne pouvez pas avoir des satellites qui tournent dans leur coin là-bas, puisque la Terre c'est le centre, tout tourne autour de chez nous. Et Galilée leur dit, regardez. Ah non, je ne veux pas voir, parce que la conscience religieuse, je ne sais pas comment tu vas le dire après Aristide, la cosmologie, l'impact d'une cosmologie sur la pensée des gens depuis qu'on est bébé jusqu'à ce qu'on soit plus vieux, et a un poids immense. Donc vous êtes un Galilée, 1600, je crois, c'est très récent. Encore, on va dire, non, non, ça d'abord. Et l'expérience, oula, calme. On va terminer avec ça, parce qu'on a un problème. Est-ce que le nombre est dans la nature? Alors, Zénon disait, non, le nombre, on est obligé d'inventer l'infiniment petit, et il n'existe pas. On a du mal à le voir. Donc pour les Grecs, le nombre n'est pas dans la nature. Et puis ensuite, aujourd'hui, là tu me parlais de mécanique quantique la dernière fois, les physiciens quantiques nous disent, vous savez, on ne peut pas avoir d'infiniment petit aujourd'hui. La science nous dit, l'expérience nous dit, on ne peut pas avoir d'infiniment petit. Le plus petit naturel, c'est un nombre avec 35 zéros. 0,00000. J'en mets 35, et après je mets un 1. Et ça, c'est le plus petit, la plus petite chose qui est envisageable. Donc, les mathématiciens ont besoin d'un infiniment petit, et les physiciens vous disent qu'il n'existe pas. Donc, le nombre des matheux, les matheux envisagent un infiniment petit, le sac avec des trucs très petits dedans, et bien l'infiniment petit des matheux, il n'existe pas dans la réalité. Le nombre n'est plus réel. D'accord? Ou alors on ne sait pas le voir. Ou alors ce réel-là, on ne sait pas le voir. L'infini de Planck nous dit, non, non, vous cherchez à le voir, vous n'arriverez pas. À un moment donné, vous aurez une distance limite. L'infiniment grand non plus. Nous, aujourd'hui, on dit notre monde. Est-ce que notre monde est infini? Non. Notre monde, créé depuis le Big Bang, il a 13 milliards d'années d'existence, une boule qui s'étend, 13 milliards d'années. Et là, on arrive aussi à notre cosmologie, à nous. Aujourd'hui, justement, on va terminer avec ça. Nous possédons aujourd'hui toujours une cosmologie. On ne s'en rend pas compte. Mais comme les Grecs anciens, on a une cosmologie. Nous, on a le Big Bang, on a une conception de l'univers, de la création. Par exemple, je vous pose une question. Le Big Bang dit que l'univers a été conçu il y a 13 milliards d'années. Alors, question. Que faisait Dieu avant la création du monde? Vous voyez, ça, là, on enterre la question. On ne veut pas en parler. Et d'ailleurs, il y a saint Augustin qui disait à un de ses élèves, qui lui demandait que faisait Dieu avant la création du monde, et saint Augustin lui a répondu, il préparait les enfers pour ceux qui posent de telles questions, imbéciles. Donc, vous voyez, il y a des questions qu'on ne peut pas aborder. Donc, notre cosmologie va fermer notre esprit encore aujourd'hui. Nous possédons aujourd'hui des normes qui s'accordent avec notre cosmologie. Dieu, tout fut par lui, sans lui, rien ne fut. Dieu a créé l'infiniment grand, l'infiniment petit. Ok, très bien. Donc, ce que l'on a fait, nous, aujourd'hui, avec la chrétienté a permis à la science non pas de se libérer de ces dieux, mais le Dieu qui est apparu avec la chrétienté, on l'a poussé. Il est plus loin. Les dieux grecs étaient somme toute plus étroits. Donc on avait un monde étroit. Et on avait une science qui devait aller de là à là, puis si tu allais là, écoute mon coco, tu sais, ta voiture tu vas la retrouver rayée, fais gaffe. Alors nous on a poussé les limites. On a une cosmologie et une ontologie, enfin une création divine, avec la chrétienté en particulier, qui nous dit Dieu partout, on a l'infiniment grand, l'infiniment petit, c'est pas un péché de s'occuper de ça, on a des nombres très grands, des nombres très petits, ça va très bien. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'est libéré. Il faut se poser la question maintenant, si on laïcisait complètement nos nombres à nous, parce que là on ne se rend pas compte, mais on a quand même une poubelle. On a poussé notre horizon de Dieu, on l'a poussé un peu, mais on a un autre, et il est présent. Qu'est-ce que ce serait des sciences, qu'est-ce que ce serait des mondes, si on avait complètement laïcisé le nombre? Il faut réfléchir peut-être. C'était ça le dernier. C'était ça le dernier, je vais peut-être revenir sur la dernière diapositive. Et vous laisser à vous le soin de réfléchir à ce qu'on vient de dire, après tout.
Vous voyez que les nombres, après tout, je résume, hein, les nombres ont toujours été très dépendants d'une conviction très profonde des individus sur leur réalité, sur la réalité. Et la réalité, c'est pas la chose qui est mesurable, c'est la chose qui est imposée par les dieux. Les dieux vous disent, ça c'est du réel et ça c'est pas. Et donc quand Zénon court après la tortue, on est très embêté parfois. Et quand les satellites de Jupiter tournent autour d'elle, la religion vient vous dire, non, il ne tourne pas, t'as faux, c'est pas vrai, t'as une erreur quelque part, revois ton optique. Vous voyez, eh ben, c'était en 1600, hein. C'était en 1600. Le zéro, le fait que le zéro soit admis dans l'humanité, c'est il n'y a pas si longtemps. Et vous, quand je vous dis combien il y a de moutons dans ce champ, enfin moi je le vois auprès de mes élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent, mais monsieur, il n'y a pas de moutons. Alors que si vous vouliez avoir des enfants modernes, des Homo sapiens, 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 demain, il faut souhaiter qu'ils disent, mais bien sûr qu'il y a des moutons dans le champ. Évidemment. On a combien? Ben, il y en a zéro. Il y en a zéro. Vous voyez? Il y a une différence entre le pas et le zéro. À mes élèves qui ont du mal à concevoir ça, je leur dis, alors parmi vous, vous devez avoir 15, 16 ans, certains, qui a un compte en banque? Alors j'ai 2-3 élèves qui lèvent la main. Moi j'ai un compte en banque, monsieur, mes parents m'ont offert un compte en banque, j'ai trouvé une carte. Et vous? Ah, moi j'ai pas de compte en banque. Alors demain, jeune homme, avec ton compte en banque, est-ce que tu peux aller dans un magasin à côté et t'acheter un livre? Alors, je précise, ton compte en banque, on va supposer qu'il a 0 balles dessus. Il est à 0. Tu as un compte en banque, il est à 0. Et puis toi, tu n'en as pas. Toi, tu as un compte à 0, est-ce que tu peux aller acheter un livre? Est-ce que vous achetez un livre quand votre compte est à 0? Ouais. Bah ouais. Bien sûr. Mais si vous n'avez pas de compte, vous ne pouvez pas acheter un livre. Vous pouvez acheter un livre avec un compte à 0. Il devient négatif. Et à découvert. Le fait de dire, on est en moins 1000, le berger, il a qu'à dire, ouais, moi j'ai des moutons, et tu sais quoi, je te les vends. À boule le fric, hein, je te vends mes moutons, et avec ce fric que tu m'as donné, bah d'ailleurs, je vais en acheter d'autres, que je vais mettre dans le champ, et puis je vais te le donner après. Et ben ça s'appelle la spéculation. C'est ce qui fait le business de ce monde où l'on vend des champs vides. Le zéro, et après les mots négatifs, nous ont permis de faire du commerce. Hein? On vend non seulement des champs vides, mais des moutons qui ne sont pas là. On vend des champs vides et des moutons qui n'existent pas. Ouais, exactement. Il y a un truc entre les maths et la philosophie, je me souviens, il y a une histoire qui disait que la physique, un physicien, ça consistait à chercher un chat noir dans une pièce obscure. Vous voyez? Très fort. Hein. Et alors un matheux, c'était chercher un chat noir dans une pièce obscure et qui s'y trouve pas. Très fort. Et le philosophe, c'était chercher un chat noir dans une pièce obscure qui s'y trouve pas et de s'écrier tout d'un coup, ça y est, je l'ai. Je terminerai là-dessus, je vous remercie. Alors je suis sûr que vous allez me bombarder d'un tas de remarques à propos de ma méconnaissance profonde des histoires des religions, parce que là par contre c'est pas mon domaine, alors je me suis permis quelques éclats. Non, ça vous a pas dérangé Aussi, moi, oui. je suis surpris par cette invocation de la chrétienté pour à propos de cette parole de Saint Jean sur le Verbe. Sur le Verbe. Est-ce qu'il n'y a pas des textes sacrés plus anciens, peut-être dans l'Ancien Testament ou dans les Védas, qui parlent de la divinité de la même façon, en disant, oui, en utilisant des formules du genre... tout à fait, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Je vous ai cité une parole de la sagesse. Il a disposé toutes choses en mesure, nombre et poids. La livre de la sagesse, c'est bien avant Saint Jean. Oui. C'est peut-être, je ne sais pas, on va dire 800, 900 ans, je ne sais pas combien avant. Et entre-temps, il y a eu une autre philosophie, le Nouveau Testament est arrivé. Donc on a deux visions. On a une vision de la Bible qui est comme avant. Après tout, on surfe sur la conception déiste de toutes les autres religions. On utilise les mêmes bases. C'est-à-dire, c'est à peu près le même truc. Alors regardez, le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, tout fut par lui, sans lui rien ne fut, etc. Et puis regardez la Genèse. Au commencement était quoi? Eh ben, le néant. Et Dieu flottait sur, l'Esprit de Dieu flottait sur les eaux.
et Dieu dit, etc. C'est presque un néant et une création qui va progresser sur les eaux. Donc on est presque dans une conception gréco-romaine, maya, classique. On est dans un schéma après tout très, très ancienne religion. C'est pour ça qu'après je dis avec la chrétienté, il y a eu un schisme intellectuel important. Quand vous avez après un type comme Saint Jean qui arrive en disant non, 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 il n'y avait pas d'avant. Au commencement était Dieu, tout fut par lui, sans lui rien ne fut. Et quand je dis après, pour les Grecs, Dieu n'est pas coupable, parce que s'il y a du mal dans le monde, s'il y a du désordre, c'est parce que Dieu n'a pas été là, donc c'est pas sa faute. Il y a toujours des forces obscures qui résistent avec leur sable laser. Tandis que pour Jean, ben non, s'il a tué l'enfant, Dieu est coupable. Je me tourne vers lui en disant, dis donc toi, hop, tu as des comptes à rendre. Et c'est notre conception de la cosmologie. Alors ça, c'est plus du côté moral que je parle. Mais c'est vrai que vous avez vu le temps qu'il a fallu au zéro pour s'installer, 1200, 1300, vous vous rendez compte? Combien de temps, à votre avis, il faudra pour une parole telle que celle de Saint Jean pour convaincre que tout fut par lui et sans lui rien ne fut? C'est-à-dire, le mal fut par lui, les enfers fut par lui, et le diable est une création divine. Ah, tout fut par lui. Donc le diable est une création divine. Et je suis sûr qu'il y a encore parmi nous, avoir, il n'y a pas de mouton dans le champ, avoir tout cet esprit-là, je suis sûr qu'il y a encore dans notre fond intérieur une pensée antique qui dit à la fois Dieu n'est pas coupable parce que peut-être tout n'a pas été fait par lui, il y a peut-être encore des zones de néant. Et puis aussi, à propos des nombres, ben non, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas mesurables et peut-être qu'il y a des nombres qui ne sont pas encore accessibles, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire nous sommes, nous, hommes modernes, homo sapiens sapiens, nous sommes balancés entre une vision antique, d'une cosmologie antique, et une cosmologie moderne qui a beaucoup de mal à démarrer. Je ne veux pas me mettre là en tant que promoteur de la chrétienté, pas du tout, je suis un scientifique. Ce que je veux dire, c'est que la cosmologie issue de la chrétienté a libéré le monde. Il était envisageable de dire, et d'ailleurs, les premiers qui s'en sont servis, ce sont les bourgeois du siècle des Lumières, quand avec les Léonard de Pise, tout ça, ce sont les Vénitiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Vénitiens? Ils ont fait du commerce. Pour faire du commerce, il faut le zéro, il faut vendre des champs vides. Il faut faire de la dette, il faut faire des nombres négatifs, des choses qui n'existent pas. J'ai dans ma poche moins 3 euros. Vous connaissez cette blague? Je vais rentrer vous avez un... Vous êtes sur... Là, on est là, tous là. Puis, on n'a pas vu depuis tout à l'heure, il y a un petit vestiaire qui est vide. La porte est grande ouverte, le vestiaire est vide. Et puis, il y a deux types qui rentrent dans le vestiaire. Voilà. 5 minutes après, la porte s'ouvre, 3 types sortent du vestiaire. Ok? Ça, je le fais à mes élèves, pour avoir le respect. Alors, un élève qui est un peu physicien, donc 2 sont rentrés, 3 en sortent. Il était vide avant. Ben, le physicien va dire, comme les gens à propos de Jupiter, non, il y a une erreur de mesure, on s'est trompé. C'est pas possible. D'accord? C'est un esprit très cartésien, c'est pas possible. Et puis, il y a une de mes élèves qui est plutôt biologiste, qui va dire, bah écoutez, je sais pas comment ça s'est fait, mais ils sont reproduits. J'explique pas ça. Très fort. Et puis, il y a le mathématicien qui va vous dire quelque ceci. Ben écoutez, vous voyez le bungalow, là, s'il y a quelqu'un qui rentre dedans maintenant, il sera vide. Je vais vous le faire autrement. Dans ma poche, j'ai 2 euros. Ok? J'ai 2 euros dans ma... pardon, j'ai 0 euros dans ma poche. C'est moins un qui est rentré. J'ai 0 euros dans ma poche. J'en mets 2, je vous en sors 3. Ma poche, c'est un compte en banque. J'ai 0 euros dans mon compte en banque. J'en mets 2. J'en sors 3. Si je mets 1 euro sur mon compte en banque, il sera vide. C'est-à-dire, j'ai mis mon compte à découvert. Vous l'acceptez à propos d'argent? Pourquoi vous ne l'acceptez pas avec le bungalow? C'est parce que ce sont quand même des constructions intellectuelles. Bien sûr. C'est quelque chose qui est inventé. Oui, c'est une construction mathématique ou comme on veut, de logique, d'une certaine logique. Mais dans ce que vous avez expliqué, le paradoxe des Grecs et le paradoxe d'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On a juste
La différence, c'est qu'on a changé les limites, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accepte de dissocier la réalité palpable d'une réalité virtuelle qui est dans notre tête. On accepte de l'avoir de l'argent négatif. Vous voyez, ça ne vous gêne pas d'avoir de l'argent négatif? Si. D'avoir... Excusez-moi. Enfin, c'est concevable. Et nous, peut-être, simples citoyens, ça nous gêne beaucoup d'avoir de l'argent négatif. Mais moi, je connais quelques gens qui font des fortunes de l'argent négatif, c'est-à-dire de l'argent qu'ils n'ont pas. Les banquiers. Hein, les banquiers, qui ont très très bien compris la possibilité de dire je vais te vendre non seulement un champ vide, mais en plus la dette que j'ai sur le champ, c'est-à-dire mon champ, il y a moins 3 moutons dedans. Et ça, il n'y a pas de problème, il y a des gens qui ont très très bien compris. On aurait été au temps des Grecs, on les aurait mis au pilori, ces types-là. Aujourd'hui, c'est artificiel et on va à la ruine avec ce genre de choses. On devrait peut-être, Oui, c'est ça. je pense. On sent bien que la société, elle est basée sur ça aujourd'hui et qu'on arrive à des cul-de-sac et des... Oui, mais sous les Grecs, je ne veux pas dire que la société était forcément meilleure si on devait dire aux gens, oh là mon grand, va pas penser des choses comme ça parce que le cosmos est trop présent, c'est-à-dire les dieux sont trop présents. Vous voyez, hein, jusqu'en 1600, hein, Galilée, écoutez, moi je voudrais peut-être remettre en cause la théorie du monde qui tourne autour de la Terre et tout. Regardez dans ma lunette. Ah, ben, on lui a dit, non, non, je ne regarde pas sans ma lunette. Non seulement je ne regarde pas, mais en plus toi tu es condamné à résidence et puis tu vas voir. Hein. Alors on s'est libéré de ce carcan-là. Donc aujourd'hui, nous allons vers des mondes, peut-être avec un tas d'excès sur l'économie, sur des pensées bizarres, je suis d'accord, mais on s'est libéré, comme dirait Brassens, nous avons chassé les dieux du firmament. Qu'avons-nous fait de la liberté? Et avec ce... Qu'en faisons-nous? Ah, oui, oui, la liberté c'est Aristide. C'est son truc là. Ce qui est intéressant... Et avec ce raisonnement, la pauvreté ne devrait pas exister. Oui. Hein? Ah oui, alors ça, je pense que c'est la honte du millénaire. On est riche. Ouais, On est riche de rien. bien sûr. Mais voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous sommes riches. Le fait d'avoir poussé, je ne dis pas chasser les dieux du firmament, on ne les a pas chassés. En fait, je vous ai montré qu'on les avait simplement poussés un peu plus loin. Le fait de les avoir repoussés un peu plus loin aurait dû nous donner de la richesse humaine. Et elle a du mal à arriver. Hein. Je suis d'accord avec vous. Ce qui est intéressant dans votre conférence, là, c'est que vous parlez toujours des nombres. Effectivement, le nombre a une valeur et une qualité. Et quand on parle de chiffres, le chiffre est un outil. Oui. Fibonacci donc dit il y a 9 chiffres et le 0. Mais comment nomment les Arabes le 0? Pour eux, c'était le point. C'est cipher ou cifre? Oui, c'était. Oui, et ça fait 0 après. Chiffre, c'est le nom du 0. Et grâce au 0, on a les chiffres de 1 à 9 qui nous permettent de calculer. Oui, et par rapport au Dieu, chiffre donc se dit aussi cipher. Si on dit Lucifer, ce serait la lumière du vide. Oh, c'est très joli, je savais pas ça. Ah ouais, bravo. Oui. C'est pas sûr, mais ça se pourrait dire. Donc, diable, la diable justement, règne sur le néant. Le néant représenté par le 0. Ah bah oui, le parce que néant. le 0 c'est le néant, ça c'est Voilà, sûr. c'est ça. Donc le 0 ne peut pas être la réalité créée par Dieu, Donc le 0, même après donc est entaché d'anathème. a beaucoup inquiété le monde quand même. C'est une illusion. C'est une illusion. Je crois que j'ai des sous, j'en ai pas, mais je fais comme si, ce que vous disiez tout à l'heure. Et quand vous dites ça, donc le mot qui me vient, c'est illusion. C'est quelque chose d'artificiel construit sur une sorte d'illusion. Alors, je vais dire oui et non. À mes élèves, je leur fais une démonstration qui est... Là, les perturbe beaucoup, parce que quand on parle de ça, ils conçoivent, d'accord, ok, si tu veux, monsieur Lampe, si tu veux, je te dirais qu'il y a 0 bouton dans le champ, tu seras content, puis tu ne laisseras pas dispapoter en fond de la classe. Mais après, je leur fais un autre exercice de mathématiques un peu plus sophistiqué, et je leur montre que l'absence, c'est pas le 0. L'absence de choses, combien il y a de moutons, si je dis il y a 0 mouton, c'est une chose, mais si je dis il n'y a pas de mouton, mathématiquement parlant, vous n'obtenez pas la même chose. Donc le 0, en plus aujourd'hui, hein, on va aller plus loin, on est Homo sapiens, 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 je fais encore une étape. Demain, je pense que nos petits-enfants seraient capables de vous dire 0, ça ne veut pas dire il n'y a pas. Il y a une différence entre il n'y a pas et il y en a 0. Il y a une différence qui est mesurable. Moi, j'aurais eu un tableau, en 30 secondes, je vous montre que entre un objet qui n'a pas une chose
et un objet qui a 0 quantité de cette chose, ben, quand vous les mesurez, vous faites un truc, ben, il y a une différence. Et là, vous tombez sur lui. Donc ça veut dire que non seulement là, le petit pâtre grec, il disait à ses maîtres, vous vous dites, il n'y a aucun mouton dans le champ, moi je vous dis, il y en a 0, acceptez, 0 n'est pas une quantité du diable, il faut faire avec le 0, c'est une création, il y a 0 mouton dans le champ. Et ça va me permettre de faire du business, et on va devenir peut-être plus riche, peut-être, moi par exemple, là, je sais pas. Et puis, aujourd'hui, on a encore fait une étape, et vous avez des petits jeunes là qui sont qui vous disent, vous savez, entre 0 et il n'y a pas, eh ben, il y a une différence. Et énorme. Je te ferai la démonstration un jour. Tu viendras en classe, là, je mettrai au fond pour ne pas te faire remarquer. Je dirais. Donc en fait, on avance encore. C'est pour ça que je vous disais, nos nombres, et surtout la manière dont notre intelligence conçoive nos nombres, sont encore bridés. On aurait été en l'an -30, là, vous auriez été à l'école avec des chiffres romains. Hein, on aurait tous manipulé des chiffres romains. Et on l'aurait fait avec grand plaisir, parce qu'en plus c'est compliqué, puis on aurait fait des exercices et tout. Si vous aviez eu un petit Mathieu là, qui serait arrivé en disant « Vous savez quoi, vos chiffres romains, oh, c'est nul. Moi j'ai trouvé un truc là dans un traité arabe avec des petits zéros, c'est largement mieux. » Qu'est-ce que lui auraient dit les copains? Ils lui auraient dit « Mais t'es ridicule. Avec nos chiffres romains, nous, on fait des aqueducs, on fait des galères. On a toute une Europe, on a créé un monde dont on fait la comptabilité. Qu'est-ce que tu vas reprocher à nos nombres, à nos chiffres romains? Ils marchent. Ce que je disais au début, ils n'ont jamais eu besoin du 0. Lui serait arrivé, Mathieu, en disant, mais j'ai inventé le 0, là, vous ne pouvez pas l'utiliser. Tout le monde lui aurait dit, ça marche. Maintenant, je vais reprendre le même Mathieu, mais aujourd'hui, il arrive là. Il vous dit, vous savez quoi, vos nombres là, jetez-les à la poubelle. J'ai un autre truc. Qu'est-ce que vous lui direz? Vous direz, mais à quoi ça sert? On va sur Saturne, on est allé sur la Lune, on va dans l'infiniment, on fait des télescopes, on fait des ordinateurs, des vidéoprojecteurs. Pourquoi tu viens nous embêter avec de nouveaux nombres? Même chose. Même chose. Alors pourquoi, par logique, par pure logique, pourquoi les Romains, Matthieu avait raison de dire aux Romains, arrêtez avec vos nombres à la con, là, barre, croix, n, tout ça, arrêtez. On va utiliser d'autres nombres avec le 0. Il avait raison de le dire. Et pourquoi aujourd'hui vous aurez ce petit Mathieu, petit génie qui sera arrivé devant vous en disant « Arrêtez avec vos nombres, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai inventé un autre truc ». Pourquoi on aurait tort de lui dire « Vas-y, ça va nous ouvrir un autre univers ». Aujourd'hui, c'est... Tape le calcul. Si, bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de passer avec les chiffres romains, entre guillemets, hein, ça a permis d'arriver à l'ordinateur aujourd'hui. Ah ouais? Et derrière, aujourd'hui, s'il y a des modifications qui arrivent, c'est avec le quantique. C'est exactement ce qu'ont dit les Romains. Petit Mathieusus, là, c'est tout le nom, c'est Terminus, Mathius, on va dire. C'est ce qu'ils ont dit les Romains à Mathius. Ils disent, arrête, regarde, on a les meilleurs nombres du nombre. On est capable de faire des aqueducs, on est capable de faire des constructions architecturales gigantesques avec nos nombres. Puis en plus, ils avaient en plus l'Égyptien avec. Regarde, Khéops, tout ça, les pyramides. Ils avaient des nombres qui leur permettaient de faire des choses extraordinaires. Tout comme nous aujourd'hui, on a fait des choses extraordinaires. Mais peut-être qu'on est encore limité. Peut-être qu'on est encore limité. Alors c'est tout l'objet de la question que moi je viens poser aujourd'hui, en disant, vous savez, nos nombres sont limités par une seule chose, toujours la même, toujours, et ça n'arrête pas, c'est notre conception du cosmos qui va nous permettre ou non de nous évader dans la pensée. C'est ce que tu suggérais aussi dans tes conférences avant, nous évader par la pensée, parce que il ne faudrait jamais accepter de se dire, ouais, ça me suffit, ça marche, j'y suis bien. Je pense qu'on devrait tous être quelque part un peu révolutionnaires dans l'âme et se dire, non, non, où est mon petit Mathieu qui va me proposer enfin autre chose? Un autre. Ce sera peut-être pas le bon, ce sera peut-être pas le premier, mais autre chose. Nous ne devons pas accepter. Nous avons tous un toit qui est une cosmologie qui est héritée de notre conception des dieux. Que ce soit, vous savez, hein, les scientifiques, ils ont inventé le Big Bang. On parle toujours de la guerre entre la science et la religion. Mais quand les scientifiques ont inventé le Big Bang, vous croyez que le pape, il a jeté l'anathème sur eux? Il n'a pas dit va des rétrogrades, pas du tout.
Le Big Bang, c'est génial, ça justifie la Bible. Au commencement, la science vient vous dire il y a eu un commencement. Oh, je l'ai gratos. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le pape est tout content, les religions sont toutes contentes. C'est la science qui leur a apporté leur cosmologie. Génial. Donc nous l'avons toujours. Nous avons toujours notre cosmologie entérinée, endorsed, disent les scientifiques américains, endorsed by eminent authorities. Voilà. Nous avons toujours notre cosmologie, elle est là, elle est invisible, on ne s'en rend pas compte. Je ne veux pas dire qu'il faut l'acheter, je veux dire simplement qu'il faut passer entre les doigts, là, puis regarder derrière en disant waouh. D'accord? Sauf que le Big Bang, si c'est le début de quelque chose, c'est pas ça ne veut pas dire que ça ne présuppose pas qu'il y a le néant avant. Il y a l'explosion de quelque chose qui était là. C'est compliqué. C'est compliqué là. C'est pas du tout le début de tout, c'est le début de l'expansion de l'univers, c'est tout. C'est rien que ça. Donc, ce qu'on comprend, la question de l'existence n'est pas du tout résolue par l'admission du fait. Non, mais on s'en contente. On s'en contente. Tout comme sous Zénon, on se contentait. Et il a fallu, on se contentait de dire il n'y a pas de mouton dans le champ. Mais pour autant, sur le Big Bang, il y a des théories. Big Bang, Big Crunch, voilà. Et puis c'est périodique, et puis tout ça. Ouais. Les mathématiques, elles nous donnent des choses. Et pareil sur les sciences. Je pense pas qu'on est forcément limité par les sciences. Planck, il a beau être quelqu'un d'illustre. Il y a peut-être une conception de la science qui, en l'état actuel des choses, voilà, on sait ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas l'élargir. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que même on ne sait pas grand-chose. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors après, il y a deux démarches. Si je veux agrandir mon savoir scientifique en disant, c'est un peu comme le démiurge grec qui progresse sur le néant, on va agrandir les connaissances. Allez, on va faire le rôle du démiurge. Soit on se dit, pour agrandir, il faut travailler, il faut de l'effort. Il y a une autre manière d'agrandir. Au lieu de se dire, vous savez comment on agrandit, on souffle dans un ballon, plus il devient gros, plus il faut de l'énergie pour l'agrandir de quelques millimètres. Donc aujourd'hui, la science qui doit agrandir notre réseau de connaissances, c'est long, c'est dur, parce qu'il faut pousser le ballon là, dans toutes les directions, il en faut de l'énergie. D'accord. Vous seriez un jeune scientifique en l'an 1500, oh là là, c'est vache, en une vie humaine, vous doublez les sciences. Aujourd'hui, nos scientifiques, il en faut du boulot pour avancer un tout petit peu. C'est très très lourd tellement le ballon il est gros. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait aussi trouver à nous, accepter que nos enfants soient des révolutionnaires dans l'âme, en disant je refuse le système, moi je ne veux pas travailler comme un martyr pour faire pousser le ballon un peu plus. Peut-être que je voudrais m'échapper. Et pour m'échapper, à mon avis, c'est pour ça que je participe volontiers aux conférences avec Aristide, c'est d'abord un état d'esprit philosophique qui consiste à se demander où est la liberté. Est-ce que la liberté, ça consiste à accepter de pousser ceux qui ne sont jamais que des murs d'une prison? Peut-être dorés, parce que peut-être à côté, c'est la misère. Mais je pense que ce sont des questions intéressantes, tu nous les poses et je cautionne. Je cautionne ça. C'est une pensée divergente. Divergente, ouais. Je pense qu'il ne faut pas accepter, il faut toujours avoir dans l'âme un petit grain de folie, et puis surtout cet arrêt sur les choses, cet arrêt sur image en disant du calme, où je vais, je fais quoi, je pense à quoi. Et cet arrêt, c'est aussi un arrêt temporel, ça demande d'abord de la réflexion, ça demande d'abord de s'arrêter. Nous sommes dans un monde qui nous interdit l'arrêt, parce que si on s'arrêtait, d'abord on verrait qu'on est en train de nous vendre des champs vides. Ouais. On est en train de nous vendre plein de champs vides, à très fort prix. Et ensuite, on verrait aussi que notre monde semble un peu figé, je trouve, depuis quelques décennies, dans nos pensées. Nous n'avons plus l'étincelle. On est en train de récolter les champs, les fruits, où on a des images des planètes, on a des images du grand, du petit, on a la médecine, on a pas mal de choses. On est en train de récolter plein de fruits, mais à mon avis, le champ ne grandit pas. Je pensais à ça, je me disais que là, ce dont vous nous parlez, de la manière dont vous nous parlez, vous partez d'une forme de pensée logique,
Et puis vous développez. Mais dans beaucoup de découvertes aussi, il y a eu ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration. C'est pas quelque chose qui est d'un autre ordre que cette pensée. Ouais. C'est vrai, oui. Pas les meilleurs. Je vais renchérir sur ce qu'elle dit, à savoir, dans la perspective que vous développez, en fait, vous pointez le changement de paradigme. Parce que jusqu'à là, nous sommes sur le paradigme de la rationalité. Alors, il semble que ce paradigme-là montre déjà ses limites. Aussi, la question est-elle de savoir, est-ce qu'il ne faut pas basculer dans un nouveau paradigme qui recouvrirait, par exemple, l'intuition dont elle parle. L'expression, l'art, la poésie. Et quand on s'arrête, on peut aussi regarder les choses et découvrir. On ne voit rien si on ne s'arrête pas. Ah oui, ça, je suis bien d'accord. Oui. On peut se poser la question de la place de la philo aujourd'hui. Ben oui. Parce que là, on est dans un monde mathématique, financier, scientifique. Ouais. Et la place de la philo, beaucoup de place. Ben, elle a une place elle n'a pas sa place. Moi, personnellement, je trouve que la philo, dans le système actuel, n'a pas sa place. La philosophie, ce sont les perles que l'on fait teinter pour capter l'attention des gens. C'est-à-dire, je suis désolé Aristide, je pense que la philosophie académique, en particulier française, est devenue un peu comme chez les rois Louis, on met de la belle vaisselle. Mais qu'est-ce qu'on a dans les assiettes? Je trouve qu'elle est artificiellement clinquante, alors qu'il lui manque beaucoup je dirais presque de violence dans elle est très polie, la philosophie actuelle. Très gentille, tout va bien. Moi, j'aime pas quand on a la prétention de vouloir changer les choses. Je suis pas sûr. On change jamais les choses à un moment donné sans donner un coup de marteau quelque part, quoi. Il me semble. Et je trouve que la philosophie, on lui donne artificiellement, surtout en France, une place trop polie pour qu'elle soit productive. Elle peut accompagner comment j'allais dire, elle peut accompagner les mathématiques, elle peut accompagner, enfin je veux dire... Je vais vous donner une anecdote, moi je connais... quelque chose en dehors. Je connais un philosophe qui voulait enseigner à ses élèves dehors dans la nature, sur la pelouse et sous les arbres. C'est génial, hein? Je dis, bah oui, comment on peut faire de la philosophie si on ne voit pas faire ça? Bon. Eh bien, vous avez tout de suite le staff, les académiques qui sont venus lui dire, non, tu rentres en salle. Ça veut dire quoi, en substance? Ça veut dire rentre dans les rangs. Quel rang? Alors que la philosophie consiste à sortir de voilà. Bien sûr. Alors le cercle de poils disparu, c'est qui parle? C'est l'art. Donc qui bouscule aujourd'hui? L'art. La parole aussi quand même. Il n'y a pas que l'art. Pas toujours. Je pense que ce serait un sujet intéressant à dire plus tard. Il me semble aujourd'hui que les choses académiques ont du mal à bousculer. Aujourd'hui, qui a une parole qui porte du poids pour changer le monde? Les artistes, les cinéastes, les auteurs, les poètes, les chanteurs. Quand ils parlent, quand ils disent, on les écoute. Quand un scientifique vous dit depuis 30 ans, la Terre se réchauffe, faites gaffe. Ouais, c'est bon. C'est pour ça qu'il est étonnant qu'on n'ait pas justement tous ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui. Ouais. C'est impressionnant, les philosophes, on les entend pas. On les entend pas. Et quand on les entend, ils sont très gentils. Ils sont très rationnels. Très rationnels, et puis ils vont discuter sur la troisième phrase du 5e traité, du 12e paragraphe, du 3e auteur. Et encore l'art où les chanteurs, ouais. On est dans la langue de bois. C'est-à-dire qu'on n'a plus de Coluche, on n'a plus de Balavoine, on n'a plus de Moi je Coluche, tout jeune, j'aurais aimé qu'il y en ait quelques-uns qui sortent, mais les chanteurs. Ouais, ils ne peuvent pas sortir du moule parce qu'on est encore sur le problème si je sors du moule, ma boîte de prod elle n'a plus de souvenirs, je vais tout seul et puis je disparais du jour au lendemain des réseaux sociaux. Un jour je pourrais vous parler. C'est-à-dire que c'est pas peut-être il y en a. Mais avec les réseaux sociaux, puisqu'on est tous là-dessus et que c'est par là que... On n'est pas obligé. Mais si on veut causer, c'est souvent par là que ça arrive. Et il y a certaines personnes qui le coupent le mot. Voilà. Et c'est terminé. Parce qu'ils ne vont pas... Donc regardez, hein... Je pense que c'est une question d'être au bon endroit au bon moment et savoir
enfin, il y a des découvertes scientifiques qui ça a été le coup de chance, machin, sauf que la personne qui a été à l'origine, elle a su interpréter justement, peut-être sortir un peu du cadre pour dire bah non, 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 en fait, c'est un peu, t'es trompé, c'est plus comme ça. Et j'ai tendance à être plutôt optimiste, à dire si, il y a bien quelqu'un, à un moment, pour le moment, oui, on a l'impression d'avoir un peu des choses, un horizon un peu bloqué, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, les choses ne vont pas s'améliorer. Non, ça dépend pour toi. La vie n'est pas mathématique. Ah, bah alors écoutez, voilà, ça c'est intéressant, je trouve. La vie n'est pas mathématique. Vous vous souvenez de ce que je disais, les Grecs disaient la réalité est mesurable. Donc notre monde, c'est le chiffre. Notre monde, c'est le nombre, c'est le calcul, tout ça. Alors vous êtes en train de dire, la vie, et je vais plus loin, la réalité n'est pas mathématique. Eh bien ouais, la réalité, c'est pas le chiffre, c'est pas le nombre, c'est pas ça. On est bien d'accord. Et vous avez vu, maintenant, il y a un divorce entre les mathématiques et le réel. Les nombres mathématiques ne mesurent plus la réalité. Il y a une scission entre les deux. Et c'est très bien. Et c'est très, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas finir par parce qu'il n'y a qu'un son de cloche en réalité, celui que vous présentez, et ce qui fait que ça fait croire, et la croyance, on a vu ce que ça donne comme limite, eh bien que la réalité est ce qui ne l'est pas. Exactement. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la dictature des experts. C'est ça. C'est-à-dire des gens qui vont vous dire, voilà, on a fait des études statistiques, si vous prenez ça, il y a un cancer de ceci, etc. etc. Donc on fait une loi, donc on interdit, donc plein de choses. Et d'une manière tellement abrupte, vous dites, mais on n'a même plus le bénéfice de la discussion, le bénéfice de la poésie, du compromis. Non, l'expert a dit, bon, ça tombe. Et puis en plus, il vient 10 ans après en vous disant, oh, ben on s'est trompé. On s'est trompé, mais aujourd'hui on a la solution. Mais on se retrompera demain, parce qu'évidemment, ce n'est plus quelque chose de perpétuel. Mais on est sous le joug de la dictature du chiffre moderne, qui a pris notre cosmologie actuelle. C'est le chiffre qui vous impose tout, c'est lui qui vous dit, vous avez 14 milliards de déficit sur vos caisses de retraite. Et ça sort d'où? Des dogmes. D'un dogme, et puis à côté, vous en avez d'autres qui viennent vous dire, mais et moi, sincèrement, pour avoir fait de la recherche avec des chiffres et des nombres, les statistiques, vous leur faites dire ce que vous voulez, mais ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Les experts vont faire dire ce qu'ils voulaient, si on ne pense pas. Ils sont missionnés ou ignorés. Voilà, qui paye? D'ailleurs, on trouve toujours un expert pour prouver le contraire de ce que l'expert d'avant a dit. Exactement. D'ailleurs, on est soumis à la rationalité instrumentale au sein des rigueurs, alors que la vie, en principe, devrait être vibration. Oui, non, nous avons toujours, aujourd'hui on a remplacé une cosmologie peut-être très religieuse, avec des gens en toque rouge qui disaient non, par ta lunette, ce que tu vois, tu ne le vois pas. On les a remplacés par une autre qui vient vous dire non. Il faudrait creuser le sujet pour trouver des myriades d'exemples, hein, mais on a toujours notre aura au-dessus de nous, qui est une autre cosmologie. Elle n'est pas... sincèrement, je ne voulais pas dire, quand j'ai parlé du prologue de Saint Jean tout à l'heure, je ne voulais pas dire que c'était la chrétienté qui avait mis son aura au-dessus de nous. Hein. Ce n'est pas les religions qui ont mis actuellement. On a fabriqué d'autres religions. La religion du chiffre, la religion de l'expert, la religion... on a fabriqué une autre cosmologie qui nous chapeaute et qui nous dit comment on doit penser et combien il y a de moutons dans le champ. Toujours. Et on arrive toujours au problème de la liberté et de l'autorité. Et voilà, donc, exactement. C'est plus sécurisant. C'est le problème aussi de la philosophie médiatique. Oui. De tous ces philosophes que l'on voit, qui sont en stand-up. Oui. Mais c'est tout, quoi. Pour rejoindre ce que vous avez dit, je crois que la vibration s'est remplacée par le Wi-Fi. Qui est une onde, là. C'est pas la même chose, c'est pas la même vibration. Non, on a un philosophe médiathèque. Oui. En tout cas, c'est pas moi. Oui, tout à fait. Alors, disons que la pensée est victime du système. Elle devient une pensée systémique. Lorsqu'on est dans le système, ça veut dire que la liberté ne peut plus s'exprimer. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous avez une velléité de liberté, vous êtes en principe
une menace pour ceux qui détiennent l'autorité. Exactement. Et c'est là tout le problème. Oui, mais tout à fait. Est-ce que la pensée n'a pas besoin quand même d'un système pour se dire en même temps, elle s'emprisonne, mais sans système, est-ce qu'on peut élaborer? C'est là la difficulté du paradigme. C'est-à-dire qu'on ressent très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En même temps, on veut esquisser des solutions. Mais la question est de savoir, mais quelle est la nature des solutions qu'on esquisse? Est-ce que ces solutions-là ne sont pas aussi rationalistes? En l'occurrence, c'est le cas, en fait, on tourne en rond. C'est pour ça que je pose la nécessité d'un changement de paradigme. D'ailleurs, on peut là-dessus s'inspirer de la physique fondamentale, c'est-à-dire la mécanique quantique. J'entends bien, mais changer de paradigme, ça veut dire tomber dans un autre paradigme, et dont il faudra un jour sortir, parce que lui-même, c'est un système. On a besoin d'un paradigme. Tout à fait. Les évolutions, c'est par des ruptures, c'est jamais Voilà, c'est ça. Je pense, oui. Par des ruptures. Là, je vous disais, pousser la voûte céleste, c'est long, c'est difficile. Tous ceux qui ont fabriqué une autre voûte céleste, ils sont sortis et ils en ont fait une plus grande, quoi. Voilà. Bon, c'est très bien, ça a duré quelques temps. On est peut-être au bout de l'homo sapiens sapiens sapiens, et puis qu'il faut arrêter de fonctionner de cette manière-là en développant des nouvelles, pas des nouvelles, mais des facultés dormantes ou des facultés pas développées, qui en joignant peut-être la pensée telle qu'on la connaît avec le ressenti, avec avec l'intuition, on va dire quelque chose. On sait tous, vous savez bien de quoi je veux parler, une pensée vivante, quoi. Une pensée qui n'est pas seulement bloquée là, mais qui fait devenir créatif. C'est la pensée du cœur. Oui, oui. C'est la pensée du cœur, c'est pour ça que je parlais de vibration. Oui. C'est-à-dire que la pensée du cœur n'objective pas les choses. C'est-à-dire qu'elle ne crée pas de la distanciation. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne pas en termes de moi-sujet. Et si je m'oppose en termes de sujet, il y aura forcément un objet avec toutes les conséquences morales qui peuvent s'en suivre. Alors si on change de paradigme, si on est dans un autre paradigme, on va épouser en fait l'infini et non plus le fini. Et à partir de là, on sera dans une sorte de vibration qui fera que je ne vois plus en l'autre une différence. Et à partir de ce moment-là, il y aura un autre type de traitement qui fera qu'on sera dans une espèce d'entente cordiale que celle qui est construite par le système rationaliste en tant que tel. C'est là tout le problème. C'est-à-dire que quand je suis dans le rapport à l'autre, au lieu d'être dans une logique où je considère qu'il y a moi, il y a l'autre, je dois plutôt être dans une logique de compréhension. À partir de ça, change complètement la donne. C'est passé de l'égoïsme à l'altruisme, en quelque sorte, comme civilisation. C'est exactement ça. En allant bien évidemment en profondeur. C'est-à-dire que lorsqu'on fonctionne avec le cœur, ce n'est plus la tête qui résonne, c'est vraiment de la vibration. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez dans un endroit, vous vous sentez d'une certaine manière. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit quelque chose ne va pas. Mais qu'est-ce que la raison va faire? Elle va vous dire non, ce que tu perçois là n'est pas tout à fait ça. Oui, on repart et on repart, on repart. La raison ne peut pas se mettre au repos, c'est pas possible. Parce qu'il est dans sa nature de toujours avoir de la contradiction. Vous pouvez le voir quand vous discutez avec les gens, vous dites quelque chose à quelqu'un, et puis la personne va vous dire oui, ou non. Oui, mais si l'on fonctionne avec le cœur, on rentrera dans la compréhension au sens où on va dire oui, c'est vrai, je n'avais pas envisagé les choses de la sorte. C'est une posture d'humilité en fait. La raison, on parle de règne de la raison toute puissante. Alors il faut bien comprendre que si l'on parle de la raison toute puissante, cela part d'une certaine conception de l'homme qu'on appelle le sujet. On pourra peut-être aborder ce sujet-là la prochaine fois pour effectivement nourrir l'exposé que tu nous as présenté aujourd'hui. C'est intéressant aussi, et je précise, l'ouverture vers la physique quantique. Oui. Pourquoi tout ça? Moi j'ai du mal à faire les liens, mais il me semble qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des choses fabuleuses là-dessus, sur la physique quantique. Bon, est-ce qu'il faut... Oui, Oui, on pourra faire un thème spécifique là-dessus, parce que bon, le dire comme ça, vu que la raison nous menace toujours,
il y a de fortes chances qu'on comprenne ça très mal. Il vaut mieux qu'on pose calmement les choses pour qu'on comprenne bien cette affaire. Parce que quand on parle de physique quantique, il y a une espèce de frontière qui peut être franchie entre la physique classique, la physique quantique, la philosophie, la métaphysique et la mystique. Il faut bien démêler tout ça pour qu'on s'entende. Et le quantique, tout à fait. Bon, c'est pour ça qu'il faut véritablement poser les choses aussi. Si je parle de physique quantique maintenant, ça peut déboussoler, hein, parce que ça sort un petit peu de la rationalité telle qu'on l'entend, la rationalité ratiocinante, hein, celle qui ne cesse de penser et de calculer. Comme ils disent. Je voulais te remercier parce qu'on a tous 5 heures. On va sortir de là avec un grand cœur. Très bien, merci. C'est plutôt à Michel qu'il faut. Je voulais dire ça parce que souvent on entend par le mot raison. Je vais le remettre à la raison. Enfin bref, il y a plein de mots de raison. C'est-à-dire que il y a ce que tu disais bien, c'est toujours une sorte de conflit ou un contre un. Enfin bref, et le mot raison va prendre. Là, ça m'a parlé. Oui, tout à fait. En disant un sujet comme ça, on va parler de la raison. Qu'est-ce que c'est que la raison, avec ses implications à la fois morales, comportementales et ainsi de suite. Il faut bien se dire ça. Parce que lorsqu'on parle de raison, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Des fois, on confond la raison avec la pensée. Les termes qui autour de raison, il y a plein de jeux de mots, des raisons. Tout à fait. Et on mélange aussi raisonner et raisonner. Tout à fait. Aïe. Oui. La raison résonne en moi. Bien. Alors de mon côté, ben voilà, j'ai été très heureux de présenter ce sujet. Ça s'éloigne un petit peu de ce qu'on avait vu auparavant avec toi. C'était magnifique. Hein. Merci, je te remercie. J'espère que ça vous a plu. On peut dire qu'il y a plein d'ouvertures de réflexion. De raison. Je trouve qu'on fait bien la musique. Voilà.